Chers élèves de 5e 4, pardon, bonjour. Alors, je vais enfin pouvoir m'occuper un petit peu de votre cas. Là, jusqu'à présent, je me suis beaucoup concentré sur les 6e, mais je ne vous oublie pas, hein. Sachant qu'en plus, vous avez une bonne trace écrite à recopier, j'espère que vous l'avez déjà fait. Une trace écrite qui est assez importante parce que je vous avais demandé de recopier la fin du cours précédent sur paysans et seigneurs. Il y avait la dernière partie sur la vie quotidienne des seigneurs nobles qu'il fallait compléter sur votre cahier, j'espère que ça a été fait. Et puis ensuite, normalement, vous avez enchaîné donc, sur le cours intitulé Le système féodo-vassalique et l'État capétien, qui est un gros morceau. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais décomposer l'explication du cours en deux parties. Il y a une première partie donc, qui portera sur le principe du système féodo-vassalique, qui mérite pas mal de précision. Puis ensuite, j'aborderai plus spécifiquement la question de l'affirmation de l'État sous les Capétiens. Alors, petite précision avant de se lancer, je vous conseille de vous munir de votre cahier, de votre fiche d'activité ainsi que la correction que je vous ai envoyée et votre répertoire parce qu'on peut être amené à en avoir besoin. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer le cours en revue et m'arrêter sur les passages importants. Donc ça peut être pas mal que vous-même, en même temps, vous avanciez aussi dans la progression du cours pour que tout le monde sache à peu près où on en est. Alors, c'est parti, on y va, le système féodo-vassalique. Alors d'abord, je pense que c'est important de préciser deux choses. D'abord, je vais revenir sur la notion d'État, qui est une définition extrêmement importante que vous avez normalement déjà, mais que je vais rappeler. Un État, c'est un territoire délimité par des frontières sur lequel s'exerce une autorité politique. Il se trouve que justement au Moyen-Âge, notamment en France, l'autorité politique du roi, puisque c'est lui le chef de l'État, elle n'est pas si forte que ça. Autrement dit, l'État il est faible, c'est-à-dire que le roi a du mal à contrôler ce qui se passe sur ce qui est normalement son territoire. Et comme il a du mal à contrôler ce qui se passe, il va développer un système qui existe depuis le début du Moyen-Âge, qui est ce qu'on appelle le système féodo-vassalique. Et il ne faut pas avoir peur de ce mot, parce que féodo-vassalique, c'est sûr que ça sonne un peu bizarrement, mais en fait, vous allez vous apercevoir que c'est pas forcément si compliqué que ça à comprendre. Dans féodo-vassalique, il y a deux mots, il y a féodal et vassalique. Alors féodal, ça renvoie au mot fief, et un fief, c'est un domaine qui est la propriété d'un seigneur. Et je tiens à préciser tout de suite que quand on dit seigneur, on ne parle pas que du roi, on parle de tous les seigneurs, aussi bien nobles que religieux, même si ici je vais me concentrer surtout sur les seigneurs nobles. Et les seigneurs nobles, ça peut être notamment les comtes, les ducs ou les barons, hein, principalement, qui quadrillent tout le territoire en fait, et sont investis d'une partie de l'autorité du roi qui leur fait confiance et leur délègue une partie de son pouvoir. Parce que le roi il ne peut pas être partout tout le temps, surtout à cette époque où les moyens de transport et de communication sont beaucoup moins performants qu'aujourd'hui. Il a besoin de faire confiance, il a besoin de déléguer donc, son autorité à des seigneurs qui sont inférieurs à lui. C'est ce qu'on appelle des vassaux. Alors vassal au singulier, vassaux au pluriel. Donc si vous additionnez féodo-vassalique, vous en arrivez donc à une définition générale. Donc le système féodo-vassalique, c'est un système dans lequel il y a une hiérarchie avec des seigneurs qui sont supérieurs ou inférieurs, et des alliances donc, qui sont passées entre les uns et les autres, et pour récompenser ces alliances, le roi donc cède des territoires qui sont qui portent le nom donc du seigneur vassal qui est à sa tête. Donc si c'est par exemple un duc qui est à la tête du territoire, on parlera d'un duché. Si c'est un comte, on parlera d'un comté. Sachant que en fait les nobles sur lesquels s'appuie majoritairement le roi sont surtout ce qu'on appelle les barons, c'est-à-dire le plus petit niveau de la noblesse. C'est eux qui sont les plus nombreux, ils représentent à peu près 50% de la noblesse. Alors normalement avec mes élèves quand on se voit en cours, je leur fais faire un schéma qui montre un petit peu la pyramide de la hiérarchie de la noblesse. Bon là on ne le fera pas, mais retenez quand même cette idée qu'au sommet de cette pyramide, il y a le roi. Alors
Concrètement, il y a un principe donc, qui est de la réciprocité des droits et des devoirs entre le seigneur et ses vassaux. Ce qu'on appelle la réciprocité, ça veut dire que c'est un principe en fait donnant-donnant. Je te donne quelque chose et en retour tu me donnes quelque chose. Ce que le roi a principalement cédé à ses vassaux, ce sont des territoires. Et en échange, les vassaux sont censés lui verser un peu d'argent. Et puis ils sont également censés le servir militairement. D'ailleurs, chaque année, il y a une espèce de service militaire qu'on appelle l'ost, qui permet au seigneur de vérifier si ses vassaux lui sont fidèles et sont prêts à se battre en cas de besoin. Ça veut dire que jusqu'à une certaine époque, le roi de France n'a pas d'armée à proprement parler, il n'y a pas d'armée nationale, il est obligé en fait en cas de conflit, de faire appel à ses vassaux, donc ses comtes et ses ducs principalement, et éventuellement ses barons, qui eux-mêmes ont leur propre petite armée, et l'addition de cette petite armée finit par former une grande armée, sauf que le problème c'est que bien évidemment, si les vassaux ne sont pas sûrs, le roi ne pourra pas récupérer ses armées, et dans certains cas, il va même être obligé de se battre contre elles parce qu'elles peuvent se retourner contre lui. C'est là que réside le principal problème du système féodo-vassalique et c'est ce qui permet de comprendre pourquoi le territoire de France va être particulièrement instable pendant près de 4 siècles. Ce qui va se passer, et ça correspond à la fiche d'activité que je vous ai demandé de faire, en particulier sur l'évolution du territoire de France sous Philippe Auguste, ou Philippe II. Vous avez pu vous apercevoir qu'il y a beaucoup de territoires qui en fait sont un petit peu mouvants, c'est-à-dire que ils peuvent changer d'influence très facilement. Et là, en l'occurrence, le premier et principal problème auquel est confronté Philippe Auguste pendant son règne, c'est de récupérer les territoires sur lesquels le roi d'Angleterre a décidé d'exercer son influence. C'est notamment le cas du duché d'Aquitaine, qui va rester anglais pendant près de 4 siècles, qui normalement appartient au territoire de France, mais dont le seigneur local a trahi le roi de France et s'est rabattu en fait sur le roi d'Angleterre. Donc ça veut dire que concrètement, il y a une concurrence entre la France et l'Angleterre. Particulièrement, il y a une dynastie en Angleterre de rois qui est la dynastie des Plantagenets, sur laquelle je vais m'arrêter 2 petites secondes. Cette dynastie porte un nom qui est d'origine française et c'est normal parce qu'en fait, à un moment donné, la France a essayé tout simplement de coloniser en quelque sorte l'Angleterre. Elle a placé une famille noble pour diriger ce territoire qui était la famille Plantagenet, qui est originaire de l'Anjou, c'est-à-dire la région d'Angers en France. Sauf qu'en réalité, cette famille, plutôt que de continuer à servir le roi de France, elle va développer son propre petit royaume et à un moment donné, elle va même carrément entrer en concurrence avec le royaume de France. C'est comme ça qu'on se retrouve dans une situation qui va nous mener notamment vers la guerre de 100 ans dont on parlera un petit peu plus tard. Alors, cette situation, donc, elle est concrètement très imparfaite. Je vais juste rajouter quelques petites précisions par rapport à ça avant de terminer cette première capsule. Il se trouve que, en fait, au tout début donc, de la dynastie des Capétiens, qui est arrivée au pouvoir en 987 avec Hugues Capet, il existe en fait 3 types de territoires sur le royaume de France. Le premier, c'est ce qu'on appelle le domaine royal, c'est-à-dire un domaine qui appartient directement au roi. Il n'y a donc pas de seigneur sur place auquel le roi aurait délégué son pouvoir, il n'y a pas de vassal. Ce territoire, au tout début de la dynastie capétienne, est plutôt restreint, mais il va avoir tendance à s'agrandir avec le temps, si bien que à la fin du XVe siècle, et au début du XVIe siècle, pratiquement tout le territoire en fait, du royaume est considéré comme relevant du domaine royal, donc ça veut dire que pratiquement en fait, le domaine royal se confond avec le royaume de France, donc ça signifie que pratiquement pour le roi de France le problème est réglé. Vous avez un deuxième type de territoire, donc ce sont les fiefs qui sont considérés comme mouvants, c'est-à-dire qu'ils peuvent basculer à un moment ou à un autre, soit du côté français, soit du côté anglais. Et puis vous avez donc les fiefs anglais qui notamment vont faire l'objet d'une espèce de compétition
Et j'insiste bien sur le fait que ce jeu, on va dire, qui consiste à exercer une influence sur le territoire de l'autre royaume, ça va durer pendant 4 siècles. Hein. C'est-à-dire que même si Philippe Auguste parvient à reprendre une grosse partie des territoires au royaume d'Angleterre, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Il va falloir en permanence être vigilant. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que 2 siècles plus tard encore, le problème n'est toujours pas réglé et que notamment on va avoir apparaître un personnage très célèbre qui est le personnage de Jeanne d'Arc qui va être obligé d'intervenir pour remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Je termine cette première capsule par une dernière précision concernant un changement très important qui a rendu possible la stabilité quand même de la dynastie royale, même si le territoire, lui, du royaume est encore un petit peu fluctuant. UKP invente un système à la fois très simple et très efficace pour éviter que le royaume soit divisé à sa mort entre ses différents fils éventuels, donc qui sont autant de successeurs. On se souvient notamment que les petits-enfants de Charlemagne avaient détruit en l'espace d'une génération ce que leur grand-père avait construit, parce qu'ils s'étaient partagés chacun un petit bout du territoire. Donc forcément, si ce genre de choses se répète sur 1, 2, 3 générations, au bout d'un moment, le royaume n'a plus d'unité, et donc il se retrouve affaibli. Ça, c'est quelque chose que les Capétiens ont bien compris, et Hugues Capet en particulier, donc met en place un système très simple et très efficace qui est le principe de primauté génitale, c'est-à-dire que c'est l'aîné qui seul va récupérer le titre de roi et récupérera donc par la même occasion l'essentiel des territoires. Donc ça permet de garantir une certaine stabilité. Ce système va faire la preuve de son efficacité puisque la dynastie des Capétiens va se maintenir au pouvoir jusqu'au XVIIIe siècle et même en partie jusqu'au XIXe siècle. Donc ça veut dire que sa longévité est beaucoup plus importante que les 2 dynasties précédentes, c'est-à-dire les Mérovingiens et les Carolingiens. Donc voilà, je referme cette parenthèse et je termine cette première capsule dans quelques instants. Mais attention, on n'en a pas fini. Il y a une deuxième capsule qui vous attend, que vous allez pouvoir consulter dans la foulée, où là je vais me concentrer sur le renforcement de l'État capétien, en particulier sous Philippe Auguste. A tout de suite.